général, ce qu'on appelle les ethnomédecines, c'est qu'elles sont fondées sur un lien étroit entre l'homme et la nature. C'est-à-dire que ça, c'est un premier regard. On ne perd pas de vue qu'on a un lien entre l'homme et la nature, et donc quand on va voir la théorie fondamentale, on va voir que c'est aussi le cas pour la médecine chinoise, bien évidemment. C'est-à-dire on n'est pas coupé de la nature, et on n'est pas toujours dans cette croyance de l'Ancien Testament qu'il faut dominer la nature à tout prix. Non, il faut, comme disait Rousseau, lui obéir pour mieux. Enfin, on ne peut lui commander qu'en lui obéissant. Ça, c'est un choix important. La responsabilité de chacun dans l'entretien de sa santé et sa participation à la guérison. Le patient n'est pas qu'un porteur de maladie. C'est le propriétaire. Et il a certainement, dans son hygiène de vie, des choses à faire ou à ne pas faire, éventuellement. Peut-être il est complètement victime, c'est possible. Mais de toute façon, c'est à lui de faire aussi quelque chose. On n'est là que pour l'aider. Donc, il y a une responsabilité. Si vous tiens à l'hôpital américain, c'est celui-là où tu travailles? Non. Moi, je travaille à Maison Blanche. À Maison Blanche. Et l'américain, je travaille un peu avec eux. Parce qu'il y a une plaque, une grande plaque en marbre de citation de Pasteur à l'entrée, là. Il y avait. Je ne te demande pas ton pays, ta religion, je ne sais plus quoi, enfin, tu souffres, cela me suffit. Tu es mon patient, je suis ton médecin, tu m'appartiens, je te guérirai. Pasteur. Hein? Bah ouais, enfin, moi ça me fout les jetons, un truc comme ça. Hein? Non, en médecine traditionnelle, j'ai envie de savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, etc., etc. Tu ne m'appartiens pas, mais j'ai essayé de t'aider quand même. C'est tout le contraire, quoi. Hein? Donc ça traduit une mentalité vraiment, je vous dis, Hippocrate-Pasteur, quoi. Sauf qu'Hippocrate, c'est la même époque que le bouquin dont je vous parlais. La médecine chinoise, c'est la médecine d'Hippocrate que les Chinois ont conservée, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas plus chinoise qu'autre chose. C'est une médecine naturaliste et humaniste, on va le voir. Simplement, on est obligé de passer par la Chine parce qu'on l'a paumé. C'est tout. Une approche multidimensionnelle du vivant. Et là, effectivement, je vous parlais de l'approche chez nous, c'est matérialiste. On veut voir les choses, sinon elles n'existent pas. Vous avez mal à la tête, on vous scanne la tête. Non mais j'exagère un peu, mais pas trop. Voilà, si on ne voit pas, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, c'est la tête, donc bon, bref. Non, on va voir qu'il y a différents niveaux effectivement de manifestation. Et le vivant, il y a 3 étages principaux, on va voir ça. Un diagnostic spécifique à chaque ethnomédecine. Chaque médecine va poser le diagnostic dans les termes de ses propres paradigmes, sa propre épistémologie. Par exemple, la médecine d'Hippocrate, il y avait les humeurs, la théorie des humeurs. Et les gens encore aujourd'hui disent « je suis de mauvaise humeur ». Et on dit de quelqu'un encore qu'il est lymphatique, etc. C'est pas complètement disparu, mais bon, on n'en fait pas un diagnostic. Et pourtant... les ethnomédecines se caractérisent par des remèdes naturels et non iatrogènes. C'est-à-dire, puisque l'être humain est un produit de la nature, c'est la nature qui doit le soigner. Après, il y a un problème quand la maladie n'est pas naturelle. Et là, on est parfois obligé d'avoir recours à des traitements qui ne sont pas non plus, parce que c'est virus-antivirus. Ça me fait penser à un homme médecine des Cheyennes du Nord, dans le Montana, à qui je disais, mais vous n'avez pas, j'étais allé faire un tour à la réserve là-haut, je dis, vous n'avez pas de traitement là, parce qu'il y a le diabète qui ravage un peu la réserve. Et je dis, vous n'avez pas dans votre médecine traditionnelle Il dit, non, ça c'est une maladie de blanc. Donc on a besoin de la médecine de blanc. C'était assez rigolo. Enfin, rigolo. Juste pour dire qu'effectivement, quand il y a une artificialisation du vivant et des pathologies qui en découlent, on a parfois besoin d'avoir recours aux mêmes artifices pour essayer de régler le problème. Le seul truc, ça serait éviter d'aller vers un monde trop artificiel, si on peut encore rétro-pédaler, mais c'est pas facile. Un sens à donner à la vie et à la mort. Ça, c'est important aussi. Dans ces médecines, en général, il y a une réflexion. La mort, c'est pas le contraire de la vie. C'est le contraire de la naissance. Mais ça fait partie de la vie. Et donc, on doit avoir une réflexion et une étude sur la mort. Dans le cours de psycho, en médecine chinoise, il y a une étude sur la mort. Et on explique aux gens comment mourir. Parce que c'est un mode d'emploi, comme venir au monde. Parce que si vous venez au monde et que ça se passe mal, c'est pour toute la vie. Mais si vous mourrez
et que ça se passe mal, c'est pour toute la mort. Ça, chez nous, alors, on ne parle pas de religion, on parle de phénomènes qui se passent physiques. Je parle de physique au sens de la physique quantique. C'est de la physique, c'est pas de la biochimie simplement, mais il se passe des phénomènes physiques qu'il faut comprendre. Donc il y a des agrégats qui se forment à la naissance, qui se déforment à la mort. Des fois, ça se défait pas bien et ça fait des trucs bizarres. Tout ça, ça s'explique. Mais il faut avoir, faut avoir des infos là-dessus. Mais il y a une réflexion par rapport à ça. Ce qui fait que ça rejoint évidemment des notions de religion, etc. Mais on va voir les ponts qui se forment tout seuls. Dans tout ça, voilà, tout ça, c'est des préoccupations qui sont communes aux différentes ethnomédecines. Donc c'est le cas de la médecine chinoise. C'est-à-dire que la médecine chinoise, c'est un système médical complet. Ce n'est pas simplement l'acupuncture, le massage, le qigong, ou je sais pas, ou les plantes. C'est vraiment, on va voir un peu dans la journée, c'est vraiment une vision générale du fonctionnement vivant. Et puis là-dedans, on peut ajouter des techniques, évidemment, qui vont se greffer par rapport... On a une vision, une compréhension de la personne, et puis nous, on maîtrise un outil thérapeutique qui va nous permettre d'en aider une certaine partie pour un certain nombre de problèmes. Mais si on n'a pas l'outil, ben on dit tiens, va voir un tel, c'est lui qui va pouvoir, parce que moi j'ai pas de tournevis, j'ai que la clé à molette, et ton problème, il a besoin d'un tournevis, ben va voir celui qui a un tournevis. Mais on a en commun de voir la personne à l'identique. C'est un savoir qui remonte donc à la même époque que la médecine d'Hippocrate, c'est-à-dire que les fondements vraiment de cette médecine ont été posés environ aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ, et ça a été non-stop jusqu'en gros à la Révolution culturelle. Et il ne faut pas oublier quand même que ça reste une médecine utilisée par toute l'Asie, même s'il y a eu des changements avec la Révolution culturelle, ça reste quand même la médecine la plus importante dans son usage après la médecine occidentale. Et donc soigner le quart de l'humanité depuis 3000 ans, ça donne quand même quelques droits, je dirais, au chapitre en matière de santé. Parce que quand on dit que c'est une médecine parallèle, ou alternative, ou complémentaire, on ne sait pas qui est complémentaire à qui, au regard de l'histoire, quelque part.